Non, George, tu as tout faux. Je ne veux pas que tu lui donnes un emploi. Cela n'atteindra pas du tout mon objectif. Elle avait l'allure d'une star de cinéma et un charme qui pouvait illuminer n'importe quel écran. Gail Storm n'était pas juste une autre actrice à Hollywood, qu'elle était un nom connu de tous. Du chant à la comédie, elle a porté de nombreuses couronnes et conquis le cœur de millions de personnes. Mais derrière son sourire se cachait son histoire loin d'être parfaite. La célébrité a apporté des applaudissements, mais aussi de la douleur, des luttes et des chagrins d'amour. Sa vie était un mélange de succès éclatants et de profondes batailles personnelles, dont certaines sont restées cachées au monde jusqu'à bien plus tard. Rejoignez-nous pour un aperçu de son parcours depuis le début et découvrez ce qui s'est passé et comment. L'étincelle initiale. Gail Storm est née sous le nom de Josephine Oasisa Cotley le 5 avril 1922 à Bloomington, au Texas. Elle était la plus jeune de 5 enfants, avec 2 frères et 2 sœurs qui l'attendaient au mortier pour l'accueillir. Mais la vie a pris une tournure difficile dès le début. Son père, William Walter Cotley, est tombé malade et est décédé après avoir lutté contre la maladie pendant environ 1 an. Gail n'avait que 17 mois. Sa mère, Minnie Corina Cotley, s'est soudainement retrouvée seule pour élever 5 enfants. L'argent était rare, mais Minnie a fait tout ce qu'elle pouvait. « Ma mère me câlinait plus que les autres, je ne doute pas », a déclaré Gail au Los Angeles Times 1946. Mais elle n'avait pas beaucoup de temps pour les câlins, parce que mon père est mort quand j'étais si jeune, et elle devait s'occuper de nous 5, elle cousait pour gagner de l'argent pour notre éducation, et devait souvent travailler tard dans la nuit. La famille a finalement déménagé à Houston. Gail a grandi allant à l'école Holy Rosary, et a ensuite fréquenté l'Albert Sidney Johnston Junior High School et la San Jacinto High School. Elle n'était pas juste une autre élève, elle est active dans le club de théâtre et a découvert qu'elle aimait jouer. Elle a également connu le succès tant que danseuse et est même devenue une patineuse artistique talentueuse. Mais à cette époque, Gail n'imaginait pas le show business comme une véritable carrière. David C. Tucker, auteur de Gail Storm, A Biography and Career Record, a expliqué qu'elle aimait se produire dans des spectacles scolaires, des spectacles amateurs et ce genre de choses quand elle était jeune, mais elle a dit qu'elle n'avait pas l'impression qu'une carrière dans ce domaine était quelque chose auquel les gens pouvaient aspirer de manière réaliste. Cela allait changer grâce à 2 professeurs qui ont remarqué son talent. Ils l'ont encouragée à participer au concours Gateway to Hollywood, une décision qui allait changer sa vie à jamais. Une étoile est née. Gateway to Hollywood était une émission de radio nationale destinée à découvrir des gens ordinaires et à les transformer stars hollywoodiennes. Gail y a participé à l'âge de 17 ans et son charme et son talent se sont démarqués. Elle a fini par remporter le contrat féminin qui était assorti d'un contrat de film d'1 an. C'est à ce moment-là que Josephine Cotley est officiellement devenue Gail Storm, un nom que le studio lui a donné. Elle a été associée au gagnant masculin, Lee Bonnell de South Bend, Indiana, qui a reçu le nom de scène Terry Belmont. Bonnell deviendra plus tard son mari. Gagner le concours lui a ouvert les portes d'Hollywood. Gail a obtenu un rôle dans l'émission de radio Big Town et a rapidement commencé à tourner des films pour RKO Radio Pictures. Son premier film était Tom Brown's School Days, où elle a joué aux côtés de Jimmy Lydon et Freddie Bartholomew. À partir de là, elle a travaillé sans relâche, acceptant des rôles dans des films à petit budget au début des années 1940. 1941, elle a chanté dans plusieurs courts films musicaux connus sous le nom de Soundies, qui étaient diffusés dans des jukebox de cinéma. Gail est devenue un visage familier dans les productions de Monogram Pictures, apparaissant dans la série Frankie Darro et travaillant avec des numéros de comédie bien connus comme les East Side Kids, Edgar Kennedy et The Three Stooges. Elle a attiré l'attention dans Swing Parade of 1946 et Monogram a réalisé qu'ils avaient trouvé leur propre star. Ils l'ont choisie comme vedette dans leur plus grande production, tant musicale que dramatique. Dans Crime Smasher, 1943, elle a partagé la vedette avec Edgar Kennedy, Richard Cromwell et Frank Graham. Elle a continué à décrocher des rôles principaux, notamment dans des comédies romantiques comme G.I. Honeymoon, 1945, et It Happened on Fifth Avenue, 1947,
ainsi que dans des films dramatiques comme The Underworld Story 1950 et Between Midnight and Dawn 1950. À cette époque, Gale avait tourné plus de 3 douzaines de films pour Monogram, acquérant l'expérience et la popularité qui l'aideraient tôt plus tard à dominer la télévision. Reine du petit écran. Les années 1950 ont apporté un grand changement dans le divertissement et Gale s'est parfaitement adaptée. Elle a fait ses débuts à la télévision dans Hollywood Premier Theater 1950 et 2 ans plus tard, elle est devenue un nom connu de tous tant que star de My Little Margie. Dans l'émission, elle incarnait la fille vive et spirituelle du personnage de Charles Frel. La série a commencé comme un remplacement estival pour I Love Lucy sur CBS, mais le public l'a tellement aimée qu'elle a été diffusée pendant 126 épisodes sur NBC et CBS. Elle a également été adaptée une série radiophonique diffusée de 1952 à 1955 avec la même distribution. Sa notoriété croissante l'a amenée à devenir l'animatrice de The NBC Comedy Hour 1966. La même année, elle a assumé un autre rôle emblématique dans The Gale Storm Show au Susanna, jouant aux côtés de la star du cinéma muet Zazu Pitts. La sitcom a été diffusée pendant 143 épisodes sur CBS et ABC entre 1966 et 1960. Le charme de Gale a fait d'elle une invitée de choix dans d'autres programmes populaires des années 1950 et 1960. 1957, elle est même apparue à la fois comme panéliste et comme invitée mystère dans What's My Line. Sa présence ne se limitait pas à la comédie, elle est également apparue tant que chanteuse dans des émissions de variété comme The Pat Boone Chevy Showroom, prouvant sa polyvalence et gardant sa popularité vivante pendant l'âge d'or de la télévision. Mais Gale n'était pas seulement une star de la télévision, elle était sur le point de prendre d'assaut le monde de la musique également. Une voix pour les charts. 1954, la vie de Gale a pris une tournure inattendue vers la musique. Un soir, une jeune fille de 10 ans nommée Linda Wood regardait The Colgate Comedy Hour où Gale interprétait une chanson. Le père de Linda, Randy Wood, se trouvait être le président de Dot Records. Impressionné par la voix et la présence scénique de Gale, il a décidé de la signer avant même la fin de l'émission. Son premier single, I Hear You Knocking, est devenu un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Elle l'a suivi d'un succès à 2 faces, reprenant Memories Are Made of This de Dean Martin et Teenage Prayer de Gloria Mann. Elle a également enregistré une version populaire de Why Do Fools Fall in Love de Frankie Lyman. Bien que certaines de ses sorties ultérieures ne se soient pas aussi bien vendues, elle a rebondi avec Dark Moon, une ballade obsédante qui a grimpé à la 4e place du Billboard Hot 100. Pendant les 5 années suivantes, elle a enregistré succès après succès, a été la tête d'affiche à Las Vegas et a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Mais même avec son succès dans la musique, Gale a finalement abandonné l'enregistrement. La raison était personnelle. Son mari s'inquiétait du temps que sa carrière musicale exigeait. Pourtant, son impact à la fois dans la comédie et le chant avait déjà fait d'elle une véritable star aux multiples talents. Le parcours de Gale Storm, d'une petite ville du Texas au sommet d'Hollywood et des palmarès musicaux, est une réussite rare, mais comme nous le verrons plus tard, sa vie personnelle a connu des luttes que la célébrité ne pouvait effacer. Avant My Little Margie. Au moment où My Little Margie est arrivé 1952, Gale Storm avait déjà fait sa marque au cinéma. Elle était apparue dans plus de 35 films. Pourtant, il manquait quelque chose. Sur grand écran, elle n'était qu'un autre joli visage à Hollywood. Les gens ne la reconnaissaient pas toujours lorsqu'elle sortait publique. Gale elle-même a déclaré au Valley Times d'Hollywood 1952 « J'ai fait des dizaines de films et pourtant, je ne provoquais pas beaucoup d'agitation lorsque j'apparaissais public. La plupart du temps, je n'étais pas du tout reconnu, mais c'est différent maintenant. » Ce changement est survenu à cause de My Little Margie. L'émission la reliait directement au public dans leur foyer. Elle se souvenait d'être entrée un jour dans un magasin appelé Orbox et un groupe d'enfants l'avait repérée. « Voilà Margie, maman, regarde !» ont-ils crié. Un autre jeune garçon lui a fait ce qu'elle a appelé un vrai compliment, lui disant «
tu es une très bonne comédienne pour une femme ». Des commentaires comme celui-là lui sont restés, même s'il véhiculait une pensée un peu démodée. Ce moment lui a fait réaliser que la télévision ouvrait une porte que le cinéma n'avait jamais ouverte. Mais pour comprendre comment elle a atteint ce moment, nous devons revenir à ses premiers pas dans le show business et voir à quel point elle a failli tout abandonner, le concours qui a tout changé. 1963, Gail a partagé un souvenir avec l'Argus de Fremont, Californie, à propos du célèbre concours qui a tout déclenché, Gateway to Hollywood. Elle a dit que dans le concours, il y avait des tours d'élimination avant qu'ils ne décident qui apparaîtrait dans le cinéma local où les candidats seraient jugés par les applaudissements du public. C'est une chose amusante, mais dès la première fois que je suis allé me renseigner sur le concours, j'ai été presque éliminé à chaque tour. Mais ensuite, ils me laissaient dedans. C'était une décision serrée à chaque étape, mais elle a fini par gagner. L'historien de la culture pop David C. Tucker a souligné que si elle n'avait pas gagné, elle n'aurait probablement pas du tout poursuivi une carrière d'actrice. Elle n'était qu'une lycéenne au Texas, sans argent et sans raison de penser qu'elle pourrait réussir à Hollywood. Mais sa victoire lui a valu un contrat avec RKO Pictures. Son séjour là-bas a cependant été de courte durée. Ils l'ont utilisé dans 2 films, puis l'ont abandonné. La raison est venue du responsable du casting de RKO, Ben Piazza, qui lui a dit « Gail, tu n'es qu'un peu de Comedy Jeans, c'est tout ce que tu seras jamais. Suis mon conseil, retourne à Houston ou épouse ce gentil garçon. » 1954, après l'énorme succès de My Little Margie, ce même homme l'a appelé et a admis « Tout le monde fait des erreurs, je voulais juste que tu saches que tu es ma plus grande erreur. » C'était un moment de boucle bouclée qui montrait à quel point elle avait fait mentir les gens. La vie après RKO. Selon Jeffrey Mark, auteur du livre sur Lucy, RKO avait l'habitude de signer de jeunes femmes jolies, énergiques, qui pouvaient aussi chanter ou danser. Gail était l'une de ces filles de RKO, tout comme Lucille Ball et Eve Arden, mais le studio lui-même était instable 1939, avec des changements fréquents de direction, et elle a peut-être été victime de ces bouleversements. Malgré ce revers, Gail est restée Californie, partie à cause de sa relation avec Lee Bonnell, son futur mari. Elle a utilisé sa victoire au concours comme carte de visite et a trouvé du travail dans des films à petit budget. Il n'était pas glamour, mais cela ne la dérangeait pas. David C. Tucker a expliqué qu'elle n'était pas trop fière de travailler dans des productions de Poverty Row, même si elles étaient de filmer rapidement et n'avaient pas toujours les meilleurs scénarios. Elle apportait son charme et sa personnalité à chaque rôle, et les gens l'aimaient sur le plateau. Sa volonté de s'adapter l'a distinguée. Le Dunkirk Evening Observer a rapporté 1945 un emploi étrange qu'elle avait eu. Gail a joué dans un film qui devait être tourné seulement 6 jours, mais après 6 jours, 8 scènes étaient encore inachevées. Le producteur a refusé de dépenser plus d'argent et le réalisateur a démissionné par frustration. Le film est sorti quand même et Gail a ri plus tard du fait qu'il n'avait pas de sens parce qu'il manquait tellement de choses. Pourtant, son séjour au Monogram Studios a été bien meilleur. Elle a joué dans toutes sortes de films, des aventures dans les mers du Sud, au western, passant par les histoires de cas d'horreur, les comédies et même les drames sur la délinquance juvénile comme Where Are Your Children ? Comme elle l'a dit, je jouerai n'importe quoi, c'est une bonne expérience. Mais même avec son succès, le secteur du cinéma commençait à ralentir et elle commençait à sentir que sa carrière cinématographique touchait peut-être à sa fin. La route vers My Little Margie. Au début des années 1950, l'industrie cinématographique se réduisait raison de la popularité croissante de la télévision. Gail allait avoir 30 ans et avait une famille, elle a donc envisagé d'abandonner complètement la comédie. Elle pensait qu'il serait agréable de rester à la maison avec son mari et ses enfants, mais elle avait déjà trempé ses orteils dans la télévision, prenant des rôles d'invités ici et là. Comme elle n'était pas sous contrat avec un studio de cinéma, elle était libre d'explorer. Elle ne pensait pas beaucoup à la façon dont cela pourrait affecter sa carrière, mais elle commençait à voir les possibilités que la télévision pouvait offrir. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lucille Ball est tombée enceinte. À cette époque, I Love Lucy était l'émission numéro 1 à la télévision. À l'époque, la télévision ne prenait pas de pause comme elle le fait aujourd'hui.
Certaines émissions étaient diffusées toute l'année et si elles s'arrêtaient pendant quelques mois, elles avaient besoin d'un remplacement estival pour maintenir l'audience à l'écoute. 1952, CBS et Philip Morris, le commanditaire de l'émission, avaient besoin de quelque chose pour combler le vide pendant l'absence de I Love Lucy. Ils voulaient une sitcom dans le même style et My Little Margie est née. Le titre suivait une tendance de l'époque, des émissions avec des noms comme Our Miss Brooks, I Married John et, bien sûr, I Love Lucy. Gail a été choisie pour le rôle principal et soudain sa carrière a pris un nouveau départ. L'émission n'était pas seulement un remplissage à court terme, elle est devenue un succès à part entière. Et pour la première fois, Gail Storm est devenue un nom que tout le monde connaissait. My Little Margie a si bien marché qu'elle a été déplacée vers une case horaire d'automne et est restée à l'antenne pendant 3 saisons de plus, alors que les gens la comparaient souvent à I Love Lucy. David C. Tucker a expliqué qu'elles y étaient réalités très différentes. Elle venait de la tradition de la comédie de Hal Roach, penchant davantage vers le slapstick que vers le réalisme. Il ne s'agissait pas d'enseigner des leçons ou d'explorer des thèmes sociétaux sérieux, c'était juste du pur divertissement. Margie, jouée par Gail, avait le dessus dans la plupart des situations. Dans I Love Lucy, Lucy finissait souvent embarrassée et avait besoin du pardon de Ricky. Dans My Little Margie, c'était généralement son père qui finissait frustré et résigné. La configuration de l'émission faisait souvent que Margie planifiait quelque chose, que son père essayait de l'arrêter et que Margie retournait tout cela contre lui pour gagner à la fin. Le personnage menait une vie glamour. De nouveaux vêtements, de nouvelles voitures, un appartement de luxe à New York et un flot d'admirateurs masculins. Elle n'était pas dévergondée, mais elle avait une vie sociale très active. Comme David l'a dit plaisantant, c'était presque comme Sex and the City de cette époque, mais plus innocent. Le charme et l'indépendance de Margie la rendaient attachante pour les téléspectateurs, particuliers les femmes qui aimaient voir un personnage féminin avec liberté et confiance. Au moment où l'émission s'est terminée août 1955, après 126 épisodes, les producteurs ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'épisodes pour les rediffusions. La suppression de l'émission n'a pas dérangé Gail. Elle pouvait passer plus de temps avec sa famille et se concentrer sur sa carrière de chanteuse. Se lancer dans la musique. 1953, Gail a passé 3 semaines à se produire dans un numéro de boîte de nuit au Thunderbird de Las Vegas. C'était un grand moment pour elle, mais aussi un moment angoissant. Elle a admis au Napa Valley Register « C'était ma première fois dans la cour des grands et j'avais très peur ». Elle s'inquiétait de tout, de l'éclairage, de la coordination avec l'orchestre, de son costume, de son maquillage et surtout de savoir si le public l'aimerait. Elle était aussi nerveuse qu'un chat de gouttière. Mais juste avant son signal, elle s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait appris. Les publics viennent généralement voulant aimer l'interprète. Aucun d'entre eux, et que Dieu les bénisse, ne vient préparer à vous rendre les choses difficiles, a-t-elle dit. Cette pensée l'a calmée. Elle a réalisé qu'elle était l'opprimée et elle pouvait sentir la foule l'encourager silencieusement. C'était un sentiment merveilleux, a-t-elle dit. Une fois qu'elle a commencé, elle s'est complètement détendue, appréciant les chansons et les bavardages entre les numéros. Cette confiance l'a menée à un contrat d'enregistrement avec Dot Records 1954. Elle a connu le succès avec des singles comme I Hear You Knocking et Dark Moon, ainsi qu'avec les albums Gail Storm, Gail's Great Hits et Gail Storm Sings. La musique lui a donné un autre moyen de se connecter avec les fans et elle l'a combiné avec des opportunités de comédie. Le Gail Storm Show. 1966, Gail est surrevenue à la télévision avec 2 Gail Storm Show rebaptisés plus tard Oh Susanna pour les rediffusions. Elle a été diffusée jusqu'en 1960, produisant 126 épisodes. Elle jouait Susanna Pommeroy, une directrice de croisière sur un navire voyageant dans le monde entier. La comédie venait du fait que le navire accostait dans différents ports et elle était rejointe par Zazu Pitts dans le rôle d'Elvinent que Jeffrey Mark a décrite comme une sorte d'Ethel Mertz. Au début, Gail ne voulait pas faire une autre série télévisée. Elle se concentrait sur sa carrière de chanteuse et envisageait des performances directes, des spectacles sur scène et d'autres projets.
Mais lorsqu'on lui a offert le rôle de Susanna, on lui a dit qu'elle pourrait chanter dans l'émission, se produisant dans la salle de bal du navire tous les quelques épisodes. Le format plaisait à son amour de la musique et le salaire était bon, alors elle a accepté. La deuxième série lui a permis de jouer un personnage plus adulte, une femme avec une carrière et des responsabilités. Elle ne voulait plus être Margie, alors l'émission a équilibré le plaisir avec un ton plus mature. Après la fin du Gayle Storm Show, la présence de Gayle dans l'œil du public s'est estompée. Les rediffusions de ces deux séries étaient diffusées constamment, ce qui a peut-être conduit à une surexposition. 1973, elle a déclaré à l'Argus « J'ai quitté le métier parce que j'étais fatiguée, mais je n'ai pas pensé à cela comme à une retraite. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ma retraite. Cependant, il faut s'arrêter un jour si vous avez travaillé aussi dur que moi. » 1969, elle a déclaré au San Bernardino County qu'elle voulait être plus active à nouveau. Elle avait fait du travail sur scène, y compris South Pacific dans le New Jersey et Summerstock. Je ne pense pas que j'aimerais refaire une série télévisée, mais peut-être des films et des apparitions tant qu'invitée à la télévision, a-t-elle dit, mais elle a également admis une frustration. Quand j'étais plus jeune, on me disait que j'étais trop vieille pour jouer des rôles d'ingénue et trop jeune pour les rôles de première dame. Maintenant, on me dit que je suis trop jeune pour jouer un rôle de mère et trop vieille pour jouer la fille de quelqu'un. Du moins, c'est ce que me dit mon agent. Bien que cela ait été sa carrière, la vie personnelle de Gayle Storm a été aussi mouvementée que sa carrière, mais de manière très différente. Elle a connu l'amour, la perte et les défis qui accompagnent l'équilibre entre la famille et la célébrité, deux mariages et une famille. 1941, alors qu'elle était encore adolescente, Gayle a épousé Lee Banel. À cette époque, Lee était acteur. Plus tard, il quitterait l'industrie du divertissement et construirait une carrière tant qu'homme d'affaires. Ensemble, ils ont fondé une famille qui comptait énormément pour Gayle. Ils ont eu 4 enfants, Peter, Philip, Paul et Susanna. Comme tout mariage, le leur a eu des hauts et des bas, mais ils sont restés attachés l'un à l'autre à travers tout cela. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Lee 1986, une union qui avait duré des décennies. 2 ans plus tard, Gayle a retrouvé l'amour. Elle y a épousé Paul Masterson 1938. De tous les témoignages, le couple a mené une vie heureuse ensemble. Malheureusement, ce chapitre s'est également terminé par un chagrin lorsque Paul est décédé 1996. Gayle a vécu de nombreuses années après cela, mais elle ne s'est jamais remariée. Elle est décédée le 27 juin 2009 à l'âge de 47 ans. Avec le recul, les gens se demandent souvent quel est vraiment le plus grand héritage de Gayle. L'historien de la culture pop Jeffrey Mark a une réponse. Pour la génération du baby-boom, elle restera toujours la star emblématique de 2 sitcoms bien aimés, My Little Margie et The Gayle Storm Show. Ces émissions ont été regardées pendant l'enfance et jusqu'au début de l'âge adulte, faisant partie de leurs souvenirs. Mais Jeffrey pense que son plus grand cadeau au monde a été son courage de parler de sa lutte contre l'alcoolisme, particulier à une époque où les femmes le faisaient rarement. Sa volonté de rendre sa situation publique a incité d'autres personnes à demander de l'aide. Et de l'avis de Jeffrey, cela a peut-être même influencé la création d'endroits comme la clinique Betty Ford. Le biographe David C. Tucker, qui a interviewé Gayle tard dans sa vie, a déclaré qu'elle ne semblait pas accablée par le regret. Elle a regardé sa carrière avec affection, mais son bonheur ne dépendait pas. Elle a eu 2 mariages épanouissants, des relations étroites avec ses enfants et un sentiment de paix avec ce qu'elle avait accompli. Les gens ont apprécié son travail parce qu'il apportait un divertissement léger et évasionniste et il pouvait ressentir sa personnalité chaleureuse et invitante à l'écran comme personne. Jeffrey a également souligné que Gayle était réaliste quant à la célébrité. Elle savait que la popularité a une durée de vie limitée. Sans quelqu'un qui maintient activement son nom dans l'œil du public, même les légendes s'estompent de la mémoire. Comme Jeffrey l'a expliqué, « Mon petit-fils de 14 ans ne peut pas vous dire qui est Bob Hope, qui est Jack Benny ou qui sont Burns et Allen, et on ne fait pas plus grand que cela. La seule raison pour laquelle il connaît Lucy, c'est parce qu'il est mon petit-fils. » Gayle a compris que c'était juste ainsi que fonctionnait le show business. Travaux ultérieurs et apparitions publiques.
Même après la fin de ses émissions les plus célèbres, Gayle n'a pas complètement disparu. Elle a continué à prendre des rôles ici et là, gardant un lien avec son public. Au milieu des années 1960, elle est apparue dans Burke's Law dans 2 épisodes distincts, un 1964 et un autre 1965. Elle est revenue plus tard à la télévision tant qu'invitée à la fin des années 1970 et dans les années 1980, apparaissant dans des émissions populaires comme The Love Boat et Murder, She Wrote. 1981, Gayle a fait un grand pas avant et a raconté son histoire avec ses propres mots. Elle a publié son autobiographie I Ain't Down Yet. Dans ce livre, elle s'est ouverte sur sa vie, sa carrière et sa lutte contre l'alcoolisme. Pour les fans, c'était un regard rare et honnête derrière l'image qu'ils connaissaient si bien. 2007, elle a été interviewée à nouveau, cette fois pour le livre de David C. Tucker, The Women Who Made Television Funny. Dans les années qui ont suivi sa célébrité à la télévision, Gayle est devenue une présence familière lors d'événements et de conventions de fans. Elle apparaissait souvent aux côtés de Charles Frel, sa co-vedette de My Little Margie. Les fans la rencontraient dans des endroits comme le Memphis Film Festival, Cinecon, les Friends of All Time Radio et la Mid-Atlantic Nostalgia Convention. Elle signait des autographes, posait pour des photos et partageait des histoires de sa carrière. Ceux qui l'ont rencontrée l'ont trouvée accessible et aimable, mais derrière son sourire chaleureux, Gayle portait des batailles personnelles dont elle finirait par décider de parler publiquement. La bataille entre le sida contre l'alcoolisme. La décision de Gayle de parler ouvertement de sa lutte contre l'alcool était révolutionnaire pour son époque. 1969, elle a parlé au Times Advocate d'Escondido, Californie, de sa consommation d'alcool. Elle a admis que lorsqu'elle buvait des vodka martini, elle prétendait souvent avoir renversé la plupart, mais vérité, ce n'était pas le cas. Elle a tenu à préciser qu'elle était toujours prudente. Elle n'a jamais bu au travail, elle n'a jamais conduit après avoir bu, elle n'a jamais bu devant ses 3 fils adultes ou sa fille adolescente. Elle n'a pas eu d'événement dramatique qui a déclenché sa consommation d'alcool et elle a ouvertement admis qu'elle n'avait absolument aucune excuse. Elle avait un mari aimant, une famille attentionnée et une carrière réussie. Et cela ne faisait qu'accroître sa culpabilité. Pendant une période de 5 ans, Gayle a demandé de l'aide dans 3 hôpitaux différents, mais rien n'a fonctionné. La honte et le dégoût qu'elle ressentait à propos de sa consommation d'alcool n'ont fait que croître. Elle a lutté contre l'anxiété, la dépression, l'insomnie et la douleur chronique. Il y avait aussi la pression de maintenir son image saine aux yeux du public. Sa consommation d'alcool a commencé à avoir des conséquences néfastes. Elle a perdu du poids, avait l'air mauvaise santé et avait parfois du mal à se souvenir des répliques ou à jouer sur scène. Les disputes en mode avec son mari, qui buvait également beaucoup, sont devenues plus fréquentes. Elle a essayé à plusieurs reprises d'arrêter de boire, mais a continué à rechuter. Tout a commencé à changer lorsqu'elle est entrée à l'hôpital Raleigh Hills, un centre de traitement de l'alcoolisme Californie. Là, elle a reçu une thérapie, des conseils et le soutien d'autres personnes confrontées à la même lutte. Elle l'a décrit comme l'endroit qui a effacé sa honte et lui a appris que l'alcoolisme est une maladie qu'elle pouvait surmonter, reconnaissante de l'aide qu'elle a reçue. Gayle a même filmé une publicité pour l'hôpital. La réponse a été écrasante. Des amis lui ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de ses luttes et des inconnus l'ont approché pour lui dire que son histoire les avait inspirés à chercher de l'aide. Selon ses propres mots, « Je remercie Dieu quotidiennement d'être complètement guéri depuis plus de 20 ans. Pendant ma lutte, je n'avais aucune idée de la bénédiction que mon expérience pourrait devenir. J'ai eu l'occasion de partager avec d'autres personnes souffrant d'alcoolisme la connaissance qu'il existe de l'aide, de l'espoir et une vie sans alcool qui les attend. Froid, réflexion et dernières années, sa guérison l'a également rapproché de sa foi. Gayle est devenue un membre actif de l'église baptiste South Shore. Elle a attribué à sa religion le mérite de l'avoir aidé à trouver la paix après des années de lutte personnelle. La vie a été bonne et je remercie Dieu pour ses nombreuses bénédictions et la vie heureuse qu'il m'a donnée. Elle a dit qu'elle s'était également impliquée dans la politique au cours de sa vie, faisant campagne pour le sénateur américain Barry Goldwater dans les années 1960.
Sa gratitude pour sa guérison ne s'est jamais estompée. Dans son autobiographie et dans des interviews ultérieures, elle a souvent mentionné à quel point elle était profondément reconnaissante pour la deuxième chance qui lui avait été donnée. Elle a dit un jour « Je suis éternellement reconnaissante que Dieu m'ait donné bien plus que ce que j'aurais pu attendre de la vie. Je pense qu'il est responsable de toutes les choses merveilleuses que j'ai vécues. Je ne me sentirais pas bien de demander plus. » Après la mort de son deuxième mari 1996, Gail a vécu seule à Monarch Beach, Californie, près de 2 de ses fils et de leur famille. Elle aimait être proche d'eux et voir grandir ses petits-enfants. Mais avec le temps, sa santé a commencé à décliner. Finalement, elle a déménagé dans une maison de convalescence à Danville, Californie. C'est là qu'elle est décédée le 27 juin 2009 à l'âge de 47 ans. Son décès a marqué la fin d'une vie remplie de succès professionnels, de défis personnels et du courage de les affronter de front. Aujourd'hui, on se souvient de Gail Storm non seulement pour la joie qu'elle a apportée à travers ses performances, mais aussi pour sa force à partager ses luttes et à aider les autres à trouver l'espoir. Ses contributions au divertissement sont honorées par 3 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, une pour son travail à la télévision, une pour ses enregistrements et une pour la radio. De quel rôle de Gail Storm vous souvenez-vous le plus ? My Little Margie ou The Gail Storm Show, et pensez-vous que son ouverture sur sa lutte contre l'alcoolisme a contribué à briser la stigmatisation pour les autres femmes à Hollywood ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!